Bonsoir à toutes et à tous. Salut Redek. Salut Pierrot, bonsoir à toutes et à chacun. Quel plaisir de vous retrouver ce soir pour le 6e et dernier épisode de cette saison 3 du Arte Book Club. Au cours de cette 3e saison, comme vous savez, on a parlé de 6 livres à raison de 1 par mois. Le mois dernier, en novembre, on discutait avec vous, tous ensemble, de L'Amie prodigieuse, le superbe roman napolitain d'Elena Ferrante, un roman qui a été un véritable coup de cœur pour moi. Je vous en ai déjà parlé et c'est vrai que je le réavoue aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'un autre roman formidable, La cloche de détresse, de l'immense poétesse américaine Sylvia Plath, qui est une sorte d'ouvrage initiatique d'une jeune fille dans l'Amérique des années 50, l'Amérique de West Side Story et de Mad Men. On a publié une petite analyse de ce livre il y a 15 jours, justement pour vous épauler un peu dans votre lecture sur la chaîne YouTube d'Arte. Et on vous invite donc chaleureusement à aller jeter un coup d'œil à cette analyse, évidemment, après ce live, si vous ne l'avez pas fait avant. Voilà, et en tout cas, on est vraiment toujours curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Et on a déjà de très bons retours qui nous touchent, donc merci beaucoup. Alors pour entrer dans le vif du sujet, Pierrot, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce livre ? Oui, tout à fait. La cloche de détresse, dont on a effectivement parlé il y a 15 jours, vraiment dites-nous, il y a des personnes qui nous ont dit que la fin, elle était un peu brusque, qu'elle était tombée un peu comme un peu durement. Il y en a d'autres au contraire qui l'ont beaucoup apprécié. Nous, on apprend beaucoup de vos retours, donc n'hésitez pas. La cloche de détresse, ou la cloche de verre, donc dans la nouvelle traduction révisée, moi, c'est une œuvre qui m'a vraiment cueilli. J'avais découvert Sylvia Plath par sa poésie et par les enregistrements qu'elle en a fait pour la BBC en 1962, à 30 ans, donc seulement quelques semaines avant de se donner la mort. Et l'énergie de sa voix m'avait vraiment littéralement saisi. On peut les trouver facilement sur YouTube, ces enregistrements-là. Je vous invite à le faire, d'autant plus qu'il y a des sous-titres anglais. Donc on peut suivre et essayer de comprendre et d'être frappé par les images. Sylvia Plath, c'est vraiment quelqu'un qui a quelque chose à nous dire
Et je dirais que c'est ça qui m'a tellement plu, justement dans La cloche de verre, et qui rend son œuvre justement difficile à traduire, c'est la présence de cette voix. C'est le sentiment que vous lisez une phrase qui vient d'être écrite, tellement simplement, tellement naturellement. Une image qui est un peu bizarre et qui naît pour la première fois dans votre esprit et qui se met à marcher avec vous. Cette poétesse, comme elle s'est tuée jeune, elle reste éternellement jeune. Et elle accompagne un certain nombre d'entre nous et nous proposons ce soir donc de vous la faire découvrir. Et puis pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et qui ne l'ont pas lu, qui n'ont pas eu donc la cloche de détresse, vous l'avez vu depuis le début, on alterne la cloche de détresse et la cloche de verre pour une bonne raison, c'est parce qu'en fait il y a deux traductions, on va en parler justement ce soir, cette question de la traduction d'un titre un peu étrange justement. On vous a prévu un court résumé en vidéo qui arrive tout de suite. La cloche de détresse est le premier et l'unique roman de Sylvia Plath, paru en 1963. L'héroïne s'appelle Esther Greenwood. Et comme Sylvia Plath, elle a remporté un concours d'écriture organisé par un très chic magazine de mode. Elle passe donc l'été 1953, tout frais payé, à New York, avec 11 autres jeunes femmes. Leur mission consiste à interviewer pour le magazine des autrices et des auteurs connus, tout en incarnant l'élégance lors de cocktails, soirées mondaines et défilés de mode. Il faut briller, exceller, se faire remarquer. C'est une opportunité. C'est aussi l'occasion pour Esther de porter des robes de créateur, apprendre à commander de l'alcool, s'ennuyer auprès de gens très snobs, balancer tous ses vêtements chics depuis son hôtel de luxe, après avoir échappé de justesse à une tentative de viol. Ce séjour est un point de bascule pour Esther, dont la santé mentale vacille. Entre les perspectives nouvelles offertes par l'expérience, les attentes de son entourage et la réalité du chemin tracé pour les jeunes filles de son temps, se marier, avoir des enfants, Esther est peu à peu engloutie, jusqu'au vertige, et à l'hôpital psychiatrique après des tentatives de suicide. Le parcours d'Esther, et surtout le récit qui en est fait, est aussi lumineux et drôle que sombre et poignant, à la fois léger et intense, comme une jeune femme de 19 ans. Et pour parler de ce livre, donc La cloche de détresse, on accueille ce soir deux femmes qui ont chacun un regard très particulier sur ce livre. La première, c'est Corinne François Denève. Bonsoir Corinne, tu as un parcours particulièrement riche et impressionnant, hein. Tu es normalienne, agrégée de lettres, maîtresse de conférences, HDR en littérature comparée à l'Université de Bourgogne, mais aussi critique, dramaturge et traductrice. Si on t'invite ce soir, aujourd'hui, c'est justement pour parler de la cloche de détresse, et c'est parce que tu t'es régulièrement intéressée à Sylvia Plath dans tes travaux. Oui, exactement. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Et nous recevons également Pauline Perrade, que certains et certaines d'entre vous reconnaissent peut-être d'une discussion très riche qu'on a eue il y a maintenant quasiment un an d'ailleurs, presque jour pour jour. C'était au sujet de Vie minuscule de Pierre Michon, qui est un livre quand même bien riche, mais que vous aviez été très nombreux et nombreuses à apprécier. Alors Pauline, tu es autrice de théâtre, tu es diplômée de la Royal Academy of Dramatic Art, comme ils disent à Londres, et tu diriges aussi le département d'écriture d'une des plus grandes écoles de théâtre, l'ENSAT à Lyon. On est vraiment ravis de t'avoir. Merci, bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Bah, tant mieux. Mais alors justement, tu dois être en contact permanent avec des jeunes auteurs et des jeunes autrices. Est-ce que tu constates que Sylvia Plath, c'est une de leurs références, une de leurs inspirations? Elle n'est pas forcément nommée, c'est pas un nom qui revient hyper fréquemment. Je pourrais pas affirmer avec certitude que tous les étudiants l'ont lu, qui côtoient son œuvre de manière étroite. Elle a des héritières chez les écrivaines de théâtre contemporain. On pourrait nommer Sarah Kane, qui est l'autrice de 448 psychoses, qui a aussi écrit du coup sur les cliniques psychiatriques, quoi. Et qui est, elle aussi s'est donné la mort très jeune, à 28 ans, en 1999.
Et on pourrait citer Sarah Strisberg aussi, qui est toujours en vie et qui se réclame de Sylvia Plath. Mais Sylvia Plath, j'ai l'impression, peut revenir dans les discussions, surtout pour la place qu'elle tient dans l'imaginaire des féminismes, en fait. Elle a quand même, son suicide a beaucoup, beaucoup marqué les esprits. Elle demeure comme ça, une espèce de symbole de victime de l'hétéropatriarcat, enfin, et d'aliénation des femmes. Je crois que j'allais dire la vie, mais surtout la mort de Sylvia Plath fait écran à son œuvre, sa mort fait écran à sa vie aussi. Donc, je trouve ça très bien qu'on prenne du temps pour parler de son œuvre ce soir. Mm. Trop bien. Mm. Et là, tu parlais surtout de de la réception, on va dire, globale qu'il y a eu de l'œuvre. Mais toi, personnellement, parce que là, en fait, l'enjeu depuis le début de ce book club, ce club de lecture, c'est justement de discuter de ce que fait la littérature dans nos vies. Est-ce que tu peux nous dire justement ce qui te touche dans cet ouvrage, en fait, ce qui le rend vraiment singulier à tes yeux et qui en fait peut-être ou pas un classique? C'est une Et qui Pardon, et qui permettra de répondre à la question justement que Sabrina posait, et qui est de dire: «Mais alors, la cloche de verre précisément, c'est quoi?» C'est vrai que le terme revient à quelques moments dans le roman, mais ça peut avoir du sens de l'expliciter. Oui, puis c'est la question que vous posiez aussi en introduction là, de l'émission, à savoir la double traduction du titre. Aussi, c'est vrai que c'est un titre qui est très, très énigmatique et qu'il est aussi en anglais. Enfin, en anglais, on retrouve la cloche, mais jar, c'est un pot. Enfin, c'est vraiment un terme hyper trivial. Enfin, c'est un pot de cuisine. Enfin, c'est en verre en général. Bon, ça n'a rien à voir avec la détresse pour le coup, mais je trouve ça important de le nommer parce qu'on retrouve cette poésie du quotidien, cette poésie hyper concrète qu'il y a dans les poèmes, notamment de Sylvia Plath, et qui côtoie comme ça des profondeurs, des profondeurs très grandes sur à la fois les douleurs du sujet, mais aussi un regard plus vaste sur le monde qui l'entoure. Donc la cloche de verre, vous en donnez une assez belle explication plus dans la vidéo d'analyse que vous avez faite. Je trouve ça assez joli quand vous disiez qu'à chaque violence, elle se craquelle petit à petit, comme la conscience ou le corps de l'héroïne, comme ça, se fragilise. Et c'est aussi évidemment une sorte de plafond de verre imposé sur le parcours des femmes. Je pense que ça, c'est vraiment peut-être la signification pour moi la plus évidente, parce que c'est vraiment un parcours d'empêchement successif en fait, imposé à une jeune femme qui a une volonté très forte, une puissance de vie très forte, et aussi une très grande ambition, un très grand appétit de liberté. Donc je commence un petit peu à vous répondre, parce que c'est pour tout ça finalement que le roman m'a énormément touchée. Mais ce qui m'a avant tout frappée, c'est la frontalité de l'écriture, qui est peut être très crue, qui est très, très impitoyable, surtout envers ce qu'elle décrit, c'est-à-dire à la fois la narratrice envers elle-même, hein, puisque c'est un roman à la première personne, hein, donc on suit la narratrice dans sa propre voix. Et elle est très impitoyable avec elle-même, et aussi avec les autres. Quand on préparait un petit peu cette émission, qu'on en parlait ensemble, on évoquait Elfriede Jelinek, qui est une autrice autrichienne, qui a écrit La pianiste, qui a été adaptée au cinéma par Michael Haneke, avec Isabelle Huppert, et qui a une écriture comme ça hyper haineuse. Et c'est en parlant de Jelinek qu'on se dit, tiens, Sylvia Plath, elle a une écriture rageuse, rageuse, hyper et nerveuse. Et c'est un terme d'ailleurs qui revient plusieurs fois dans le roman, l'image des nerfs brûlés, enfin, les nerfs brûlés des Rosenberg qui ouvrent le récit, et ça revient ensuite quand elle dit qu'elle avait l'impression d'avoir les nerfs comme des grilles, ou aussi brûlants que la route sur laquelle roule la voiture. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça d'hypersensible, de très écorché dans la langue et dans le rapport qu'elle a au monde. Et c'est une écriture qui
qui côtoie constamment, enfin qui creuse constamment l'appétit de vie, l'appétit de néant, qui est constamment entre la vie et la mort est dans une très très grande instabilité et qui en même temps d'être comme ça, à la fois très fragile et très urgente et hyper pleine, elle, elle est aussi hyper analytique, très rigoureuse, très critique sur elle-même et sur les événements qu'elle décrit. Elle m'a fait penser, moi, en la lisant, au regard que peut poser Simone de Beauvoir sur son enfance dans ses mémoires. Elle a comme ça, elle prend extrêmement au sérieux tous les sujets qu'elle traite. Et surtout, elle témoigne d'une... Il y a des rapprochements à faire, je crois, entre Simone de Beauvoir et Sylvia Plath. Pas tellement au niveau de la forme, il y a comme ça des motifs qui reviennent. Celui de l'ambition, aussi l'ambition littéraire, sont deux femmes qui ont nommé très fort leur détermination à devenir de grands écrivains, des écrivains célèbres. Enfin, Plath disait qu'elle voulait faire mieux que Virginia Woolf. C'est quand même une affirmation extrêmement forte. Et puis... il y a cette chose aussi qu'on retrouve chez les deux, qui est le prix à payer de la liberté, et qui se retrouve d'ailleurs par la perte d'une amie. Enfin, il y a la perte de Zaza à la fin des Mémoires d'une jeune fille rangée, et la perte de John à la fin de la cloche de verre, ou de la cloche de détresse, comment on voudra bien l'appeler. Et enfin voilà, moi ce qui m'a vraiment, c'est une question vaste, hein, donc forcément je pars dans beaucoup de directions, mais ce qui m'a le plus saisi, je crois, c'est vraiment cette émancipation à l'œuvre dont témoigne l'écriture, qui est sans arrêt en arrachement et en volonté de saisissement. C'est vraiment un roman, on en parlera peut-être un peu plus tard, qui parle de la dépossession aussi des femmes, de leur corps, tout ça. Et par rapport à la question du classique, je crois que c'est vraiment une question complexe. En y réfléchissant, je me dis, tiens, je pensais je passais un petit peu, quand sur un escalier, mais à une émission que j'avais entendue autour de la cinéaste Chantal Akerman, et on demandait est-ce que Chantal Akerman maintenant fait un cinéma classique, et un spécialiste disait c'est un cinéma qui est trop singulier, trop conceptuel, et qui s'appartient trop à lui-même finalement pour devenir classique. Et Sylvia Plath, j'ai l'impression qu'elle a cette hyper singularité, voilà, ce regard très à vif, très au présent, et en même temps, et c'est peut-être ça qui lui donne la dimension d'un classique, il faudrait s'entendre sur le terme encore une fois, mais c'est le regard qu'elle pose sur la société de son temps, qui est un vrai regard sur l'histoire, sur la société de consommation de masse qui est en train de se construire, sur la place des femmes, on y reviendra, en fond comme ça sur la guerre froide, et ce qui en fait un roman à la fois extrêmement dense, extrêmement intense, et pour une lecture qui semble aller très très vite. Voilà, donc il est passionnant à plus d'un titre. Ouais. Mais alors on voit que effectivement, tu le tiens près de ton cœur. Est-ce qu'il y a un extrait en particulier auquel tu penses et qui peut venir, comment dire, donner de la chair aux yeux de celles et ceux qui ne l'ont pas lu? Oui, il y en a deux, auxquels un qui est un petit peu plus long, où elle parle vraiment de son rapport à la vie, en fait, à l'existence, et qui contredit un petit peu justement tout cet imaginaire un peu morbide, un peu dépressif ou désespéré, qui peut être qu'on peut lui coller. Est-ce que je le lis maintenant? Ouais. Maintenant. Elle écrit, c'est au début du roman. Elle écrit, la narratrice du coup, hein, elle fait parler son personnage. Je voyais ma vie se ramifier sous mes yeux comme le figuier de l'histoire. Au bout de chaque branche, comme une grosse figue violacée, fleurissait un avenir merveilleux. Une figue représentait un mari, un foyer heureux avec des enfants. Une autre figue était une poétesse célèbre. Une autre, un brillant professeur. Et encore une autre, Iji, la rédactrice en chef célèbre. Toujours une autre, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Une autre figure représentait Constantin, Socrate, Attila. Un tas d'autres amants aux noms étranges et aux professions extraordinaires. Il y avait encore une figue championne olympique ou bien d'autres figues au-dessus que je distinguais même pas. Je me voyais assise sur la fourche d'un figuier, mourant de faim, simplement parce que je ne parvenais pas à choisir quelle figue j'allais manger. Je les voulais toutes, seulement en choisir une signifiait perdre toutes les autres, et assise là, incapable de me décider, les figues commençaient à pourrir, à noircir, et une à une, elles éclataient entre mes pieds sur le sol.
trouve que c'est un roman très beau, un extrait très beau parce qu'il parle vraiment de cet appétit vital et en même temps la mort qui est là, enfin vraiment le pourrissement qui est en permanence, qui travaille en permanence l'imaginaire et le rapport à la vie, comme si c'était une puissance vitale écrasante, épuisante pour ce corps, quoi. Oui, Voilà, c'est puis clair. je sais pas si l'autre est très court, donc bon, je vais le retrouver aussi. C'est vraiment quelques lignes. Parce qu'elle au milieu du roman, elle fait comme ça tout un tas de tentatives de suicide et elle essaie notamment d'épuiser ses forces pour se noyer et elle écrit: Je pensais nager jusqu'à ce que je sois trop épuisée pour revenir. Pendant que je battais l'eau, les battements de mon cœur cognaient dans mes oreilles comme le moteur d'une voiture. Je vis, je vis, je vis. Donc ici encore cette puissance de vie et puis et ce rapport au trivial, quoi, le cœur qui bat comme le moteur d'une voiture. On est à la fois dans le lyrisme et dans le prosaïque, quoi. Mhm. On est en plein chez Place. Oui, et puis là, en plus, avec toujours un décalage un peu et qu'on voit vachement entre la pensée et puis son corps, quoi. C'est-à-dire que, comment dire, justement, elle poursuit, elle essaie de se noyer, mais elle constate bien que son corps, à chaque fois, trouve une façon en fait, de résister et de ne pas mourir, quoi. Et donc, en fait, le battement de son cœur, quand elle en reparle aussi vers la fin du roman, elle dit The old brag of my heart, quoi. C'est vraiment la façon que son cœur a de se vanter, d'en avoir rien à faire, de toujours se rappeler à ça. Et vraiment, dans l'anglais, il y a vraiment I am, I am, I am. Vraiment, le truc c'est ça, c'est ce que le C'est je cœur dit à suis, chaque je fois qu'il bat. suis. Ouais. Et il dit, mais non, ma vieille, ça va pas marcher là. Enfin bref. Pardon, est-ce que Corinne, tu as envie de. Ah non, Nicolas. Juste un tout Redé. petit truc, juste un tout petit truc. T'as dit on est en plein Shepler. T'as dit il y a une alternance entre lyrisme et le. T'as dit quelque chose, Pauline, j'ai pas très. Il me semble que t'as parlé de Ah non, j'ai dit quelqu'un. Du coup, j'ai pas. on est en plein chez Place. Ah, en plein Là-dedans. Shepler. Je me suis dit, mais qui est ce Shepler ou cette Shepler? D'accord, excuse-moi. Donc, oui, donc Corinne, excuse-moi, tu voulais éventuellement. Ah Qu'est-ce que non, ces mais passages Pour, t'inspirent? je rebondis sur ce que tu as dit, en effet, parce que ça nous permet d'éclairer aussi la question des traductions, hein. Tu as bien dit que c'était vraiment pas facile à traduire. Et là, on voit que, ben, en anglais, voilà, le I am, I am, I am, qui est vraiment un mantra qu'on connaît très très bien. Je suis, je suis, je suis. Faut quand même le rendre dans toute sa puissance. Et puis The Bell Jar, en fait, bah, c'est vraiment en fait une sorte de ventouse en fait. C'est le truc qu'on pose sur la tête et puis vous aspirez l'air et puis en fait il n'y a plus d'air et donc du coup, bah, si on vous met ça sur votre tête, en fait vous pouvez plus respirer. Mais une traduction de roman avec la ventouse, ça marche pas bien en fait. Enfin personnellement je suis pas pour. Donc la cloche de détresse, c'était marrant comme la cloche. Je pense que c'est pas mal. La cloche de verre du coup c'est mieux parce qu'on voit quand même l'idée de peu comme voilà, on pose la cloche de verre sur la femme et puis il y a plein d'iconographies qui sont sur ça en fait. Donc évidemment on loupe la détresse mais on sait qu'elle est dedans. Donc la cloche de verre quand même une meilleure traduction et puis voilà, faut le lire en anglais pour avoir la pulsation, comme tu disais, hein, Pauline, la pulsion de vie, la pulsation qu'il y a dans ce bouquin qui n'est pas seulement un bouquin de dépression, qui est un bouquin qui célèbre aussi la vie. Il faut Bah, avoir un c'est bon un- niveau d'anglais pour le lire. Juste, excuse-moi. Ouais, je pense, bah, faut en avoir fait, c'est sûr, mais je pense qu'on peut se débrouiller, franchement, parce que c'est une sorte d'américain prosaïque des années 50. Alors, il y aura quelques mots à chercher, mais on peut quand même les deviner. Et je pense qu'on peut se laisser emporter, surtout, même s'il y a des choses qui échappent, de trucs de civilisation, ça vaut vraiment le coup de se jeter dedans, quitte à avoir la version française à côté si vraiment on est perdu. Mais pour sentir un peu, c'était une poétesse aussi, hein, on l'a bien dit. Donc, il y a aussi une attention à la langue qui évidemment en traduction passe moins bien. Donc ouais, faut se lancer. Oui, puis je voulais rebondir sur ce que tu disais, d'autant plus que le fait de mettre détresse dans le livre, dans le titre, pardon, on se dit oula, mais en fait, enfin, ça va être l'histoire de quelqu'un qui va pas bien, quoi. Enfin, et est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Et c'est vrai que forcément, quand on le referme, on se dit aussi, purée, mais elle a quand même passé, je sais pas, 40 pages à essayer par tous les moyens de mettre fin à ses jours et sans y arriver, quoi. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a, enfin, 60% du livre, c'est vraiment autre chose. Et c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus, enfin, de beaucoup moins en détresse, quoi, de beaucoup moins
comment dire, qui a déjà un peu pris le dessus, étant donné que l'ouvrage est raconté aussi a posteriori, quoi. Enfin, il est écrit après tous ces événements-là. Mais alors du coup, Corinne, toi, donc, en tant qu'universitaire spécialiste, ou en tout cas qui s'est spécialisé entre autres auteurs et autrices sur place, qu'est-ce qui, toi, t'a fait un peu t'y attacher? Et quelle sorte de plaisir est-ce que tu trouves un peu dans la lecture, la relecture un peu de cette œuvre-là? Bah, tu vois, je vais changer ta question parce que j'ai presque envie d'enlever le en tant qu'universitaire. Parce que, alors oui, sur le papier, Place est un de mes sujets d'études, mais ce que j'ai pu voir, en travaillant sur elle, et c'est pas seulement moi, c'est qu'on peut pas se consacrer à l'œuvre de Place sans aimer, l'œuvre de Place, hein. Il y a des auteurs ou des autrices qu'on étudie, j'allais dire sans sympathie, avec beaucoup de recul, mais il me semble que c'est vraiment pas le cas chez Place. Enfin, on travaille toujours, sur elle pour une bonne raison, ou une mauvaise, mais on travaille toujours sur elle, pour une raison. Et en tout cas, j'ai vraiment pas rencontré de chercheurs ou de chercheuses, qui travaillent sur Place, sans être absolument passionnés, par le personnage aussi. D'ailleurs, il y a même une des grandes théoriciennes féministes, du XXe siècle, alors Sandra, M. Gilbert. En fait, c'est une autrice, qui a écrit ce fameux bouquin, la femme dans le grenier, en fait, la folle dans le grenier, qui montre en fait que toute la littérature britannique, du XIXe siècle a une folle dans le grenier, enfin ce qui montre en fait la domination, masculine, sur cette littérature. Et justement, en fait, elle a Eh travaillé oui. sur Place et Ah oui. elle a parlé d'elle comme d'une place addict. Donc justement, une fan quoi, une fan absolue. Alors évidemment, le fanatisme, il a un peu son revers parce que parfois, il y a une sorte d'opposition farouche à tout ce qui n'est pas Place et en particulier à son mari Ted Hughes. Je pense on en parlera aussi, plus loin. Donc bon, alors en tout cas, pour revenir à ta question, moi je me sens pas universitaire quand je lis Place, parce que vraiment, là pour le coup, c'est super ce soir parce que je suis une lectrice de Place. Je pourrais plus te dire à quel moment je l'ai découvert. Je pense que ça devait être à l'adolescence. Et pour le coup, et je ne sais plus qui me l'a passé, parce que généralement c'est une histoire de transmission. On vous passe le bouquin en fait, transmission souvent féminine d'ailleurs. Et donc en fait, c'est vraiment, un livre qui m'a marquée, dans ma vie de femme, de lectrice, de chercheuse. J'ai peut-être, décidé de chercher en littérature parce que j'ai lu Place. Je le lis en français, je le lis en anglais, je le lis, je le relis. En revanche, s'il y a une chose que j'ai pas faite justement en tant, qu'universitaire, c'est que je l'ai jamais fait étudier. Je l'ai jamais mis au programme. On pourrait se demander pourquoi. Peut-être parce que je veux qu'il reste à moi, justement. Je veux rester lectrice, de ce livre. Peut-être aussi parce que j'ai pas envie de le disséquer, parce que dès qu'on le fait étudier, forcément, enfin, on commence à le démembrer un peu. Alors, j'ai peut-être pas envie de démembrer, mon livre préféré. Puis peut-être aussi que j'ai pas alors j'aurais envie de transmettre, cet amour pour ce livre à des étudiants et des étudiantes. En même temps, c'est pas un livre facile pour des étudiants et des étudiantes, à l'âge, où ils sont. Et puis surtout, peut-être que j'ai pas envie de voir que les étudiants et les étudiantes n'aiment pas mon livre préféré. Peut-être là, ferait quelque chose de terrible. Donc voilà, mais vraiment, j'ai un rapport de lectrice et de lectrice, passionnée au bouquin et pas, plus qu'universitaire, plus qu'universitaire. Bah oui, mais c'est vrai qu'on voit bien que en fait, chaque lecteur et lectrice, vraiment avec cette autrice-là, développe un peu un rapport, un peu singulier, quoi. Et du coup, finalement, en France, moi-même, quand j'ai découvert, il y a peut-être 2 ans maintenant, 2 ans et demi, j'avais l'impression que personne la connaissait. Et puis en fait, c'est juste que les gens en parlent pas forcément. Mais en fait, a posteriori, j'ai rencontré plein de gens qui disaient: «Mais si, bien sûr». Et c'est ça qui est frappant, c'est qu'aux États-Unis, pourtant, mais là, elle est au programme, mais je veux dire, elle est au programme en seconde, comme nous, on a Charles Baudelaire, quoi. Et c'est ça qui est vraiment frappant. Et c'est la mesure dans laquelle elle peut faire partie du patrimoine collectif, un peu chez eux. Et justement, un peu pour vraiment en prendre la mesure, on a fait une sorte de petite recension d'un certain nombre de passages dans lesquels son œuvre est citée, que ce soit dans des séries ou dans des films, ou etc., juste des trucs un peu visuels, quoi. Et alors, si à la régie vous pouvez l'envoyer, donc là c'est dans Annie Hall, le film de Woody Allen.
Ensuite, on a dans les Simpsons, évidemment, c'est Lisa Simpson qui représente un peu le personnage, comment dire, un peu proche de Sylvia, quoi, comme la jeune intellectuelle qui a du mal. Après, on a d'autres trucs. Là, c'est Sabrina l'apprentie sorcière. Bon, ça, c'est des séries un peu qu'on connaît pas forcément très bien. Gilmore Girls. Il y en Parle a des pour tas toi. d'autres. Il y en a des. Ça, Hey, c'est Donovan, Law and Order. ça, c'est Law and Order. Le type, il est là. Ça, c'est le film 10 Ça, bonnes c'est 10 raisons bonnes de raisons de te larguer. larguer. Bien sûr, on a tous reconnu. Ça, c'est Family Guy. Là aussi, c'est une jeune fille qui le lit. Là, c'est Masters of None. C'est assez drôle, mais bon, c'est un peu perché. Et puis ça, c'est dans Euphoria aussi, une série qui a fait beaucoup parler d'elle récemment, mais où donc là, on voit aussi Sylvia Plath un peu réduite à son suicide, puisqu'elle elle se tue en mettant la tête dans le four, quoi. Et donc ça a été aussi, là encore, une de ces images, finalement, qu'elle est la seule à pouvoir, enfin pas la seule, mais en tout cas, elle a vraiment une science un peu des images fortes, quoi, et un peu bizarres. Mais donc ça, du coup, ce décalage, c'est ça qu'on voulait dire, entre les États-Unis, où c'est tellement connu que ça peut faire des clins d'œil dans les Simpsons, et la France, où en fait on en parle et les gens disent ouais, je vois, mais j'ai pas trop lu. À quoi ça tient, si je peux dire? Bah, pour le coup, je pense que le livre, c'est une vraie mythologie américaine. Enfin, parce que si tu regardes l'histoire, c'est l'histoire d'une fille qui vient d'un milieu modeste, qui quitte sa banlieue pour s'en aller en fait à New York, écrire pour un magazine de mode glamour. En fait, c'est vraiment une sorte de success story à l'américaine, hein. Tu retrouves A Country Girl, Funny Face, enfin tout ça. Et en même temps, ça tourne mal, très mal, puisqu'il y a la dépression, toutes les tentatives de suicide. Mais en même temps, il y a une merveilleuse renaissance, une affirmation d'existence. Donc ça aussi, c'est très américain. C'est on a été très bas, mais on remonte, voilà. Et en même temps, on peut se dire aussi que ce schéma, qui peut être très américain, parce qu'en même temps, le bouquin, il est très, très ancré dans une réalité américaine, hein, ce qu'elle mange, ce qu'elle voit, c'est très américain. Mais en même temps, c'est aussi très universel, ce qu'elle raconte. Il parle, enfin, le livre, il parle de vie, il parle d'amour, il parle de mort. Donc, il peut plaire aux États-Unis, mais il plaît à on parle de la France, mais je pense qu'il a été traduit dans quasiment toutes les langues. On sait que l'héroïne Esther, c'est un peu Sylvia Plath, mais pas trop Sylvia Plath, mais quand même Sylvia Plath. On sait que dans le livre, en fait, ça se finit plutôt bien, hein, sur cette merveilleuse sortie qui est une entrée dans une pièce, parce qu'en fait, elle l'arrête, elle ne sera plus dépressive, elle va entrer de plein pied dans la vie. Donc c'est une sortie de livre absolument merveilleuse. Donc on aimerait garder cette image, même si on sait que pour Sylvia Plath, bah non, c'est pas. C'est oui, la tête dans le four qui va clore l'histoire. Donc, en fait, on disait tout à l'heure, livre classique ou pas, je pense que c'est vraiment un livre mythique pour le coup, parce qu'on y revient en fait pour se consoler de la vie, pour se consoler de la mort de Place. Là, il y a vraiment quelque chose d'une sorte de thérapie en fait par la littérature, et ça explique aussi les liens en fait très forts à ce livre de la plupart des lectrices, et aussi le fait qu'on se le passe en fait. Comme quelque chose qui fait du bien ou quelque chose qui nous parle en fait. Ça va beaucoup plus loin que la littérature en fait, selon moi, ce qui se passe avec The Bell Jar. Et c'est hyper intéressant de faire émerger là, cette question du mythe, qui est donc de fait un mythe un peu underground américain, dans le sens où, enfin, ce qu'on voit dans les images, en l'occurrence, c'est que dans les Simpsons, par exemple, c'est pas n'importe qui lit Sylvia Plath, c'est Lisa. Donc c'est le Ouais. personnage un peu en marge, l'intello à qui on a passé, en tout cas, parce que tu dis en tout cas, c'est qu'il y a l'idée de quelqu'un d'autre lui a transmis, et donc il y a en tout cas une culture qui est quand même un peu à côté de la culture dominante et admise. Et alors, à ce propos, juste sur la question de la constitution du mythe aux États-Unis, on voudrait vous faire réagir sur un extrait que vous connaissez peut-être, un extrait de Annie Hall, donc un film de Woody Allen de 77, donc qui est un film sur la relation entre un comédien complètement névrosé, donc évidemment joué par Woody Allen pour changer, et Annie Hall, une apprentie chanteuse. Et la première fois que le personnage de Woody Allen est invité chez Annie Hall, il fouille un peu dans sa bibliothèque, évidemment parce que
tout le monde prêt, il commence à... Vraiment, l'espace, il est chez lui. Hein. Et donc voilà, il prend des trucs, il en parle, il commente évidemment, il donne son avis qu'on lui a bien sûr demandé, et il tombe sur un exemplaire de Ariel, le fameux recueil de poèmes, et voici ce qu'il en dit. Sylvia Plath, interesting poetess whose tragic suicide was misinterpreted as romantic by the college girl mentality. Oh, Oh, yeah. sorry. Right. Well, I don't know. I mean, some of her poems seem neat. Neat? Neat, I yeah. hate to tell you, this is 1975. You know, the neat went out, I would say, at the turn of the century. who Est-ce que ça vous inspire quelque chose, Pauline? Magnifique exemple de mansplaining. Je pense pour Sylvia Plath, c'est assez ironique. Oui, voilà. Enfin, il lui explique. Enfin, je sais pas trop quoi dire de cet extrait, à vrai dire, à part que effectivement, je sais pas s'il y a une interprétation romantique, enfin qui est de sa mort, en tout cas. Parler du mythe tout à l'heure, enfin, je pense que c'est plus de ce côté-là, enfin, et aussi la place qu'elle tient aussi en France. Elle nous arrive par la pop culture américaine aussi, enfin, voilà, parce qu'elle est dans toutes ces séries qu'on regarde, donc je pense qu'elle a cette place-là aussi. On connaît son nom aussi par là. Après, les deux mots, après du cachet, je sais pas trop ce que ça veut dire. Neat, je crois que c'est soigné aussi comme ça. Je crois qu'en plus ça parle même pas c'est même pas juste quoi par rapport à l'écriture de Place, qui n'est pas, encore une fois, qui est très écrite, mais qui est pas soignée, propre. C'est pas le terme qui me viendrait. C'est au contraire quelque chose de beaucoup plus désordonné, chaotique, bouillonnant. C'est intéressant parce qu'on parlait des difficultés de traduction de cette langue. Ça peut, de loin, ça peut faire penser aux questions que pose la traduction de Dostoïevski, par exemple, aussi, qui est aussi dans un rapport très charnel, très émotionnel, en fait, très oral, parfois aussi à la langue russe, et qui a posé pas mal de questions de traduction et beaucoup de malentendus, de traduction qui a beaucoup été lissée par la traduction traditionnelle, littéraire, académique, voilà, française, et qui n'est pas sans lien avec la question du classique, parce qu'un classique, c'est l'institution qui le nomme. Donc, ça ne fleurit pas comme ça. Il n'y a pas d'essentialisme du classique. À un moment, c'est une autorité qui le décide et qui lui donne cette place, etc. Donc, est-ce qu'on a envie de défendre cette œuvre comme une œuvre classique? Ça, est-ce qu'elle l'est en soi? Je ne sais pas si la question a vraiment un sens. Voilà. J'en ai profité, du coup. Woody Allen m'a permis de réagir sur d'autres choses. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais j'ai pas tellement plus à dire sur l'extrait du film, à la vérité. Bah non, mais j'entends. Je pense qu'effectivement, comment dire, maintenant, avec le recul sur Woody Allen, tout ce qu'on sait de ce qu'il a fait, et c'est vrai que là, dans cette scène, en fait, toutes les femmes ont tort, quoi. C'est-à-dire que Sylvia Plath, elle est juste intéressante. Annie Hall, bon, elle a ce livre-là, mais en plus, elle n'emploie pas les bons mots. Et puis les college girls. Oui, c'est ça, et toutes les étudiantes aussi, elles comprennent rien, mais il n'y a que lui qui a compris. Donc, mais forcément, c'est quand même aussi, comment dire, on a choisi cet extrait parce que, voilà, en dépit du rapport que Woody Allen lui-même, de toute façon, a à sa propre autobiographie et à la mise en scène un peu de sa propre existence, puisque là, c'est lui qui joue ce personnage-là. C'est aussi sur le fait de dire que il y a, comment dire, le suicide, comme on disait pour la cloche de verre, c'est que le suicide a donné aussi une épaisseur supplémentaire, puisqu'on sait désormais, on comprend un peu mieux ce qui s'est passé dans la tête de Sylvia Plath ce matin, apparemment, en tout cas, peut-être, ou alors justement, je vous invite à réagir là-dessus, sur ce qui s'est passé ce matin de février 1963, où du coup, elle, comme tu nous le racontais, Corinne, où elle met un linge mouillé sous la porte pour pas que elle ouvre la fenêtre dans la chambre de ses enfants, et puis ensuite elle fait ça. On comprend pas si bien, et en lisant La cloche de verre, on se dit peut-être que du coup, je comprends un peu mieux.
Alors moi, je vais faire mon universitaire, tiens, pour une fois. Donc du coup, je vais être tout à fait d'accord avec Pauline. Je trouve qu'il faut absolument, de toute façon, bannir le terme de classique qui ne veut absolument rien dire. C'est pour ça que j'ai préféré mythique, parce que mythique induit un rapport en fait plus personnel en fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire un classique? Et puis une fois que vous rentrez dans les classiques, en fait, vous êtes mort, quoi, alors que cette œuvre, elle est tellement vivante, on n'a presque pas envie qu'elle soit classique. Mais finalement, c'était très bien de passer cet extrait de Woody Allen qu'on a tellement aimé et du coup c'est une telle déception que voilà. Parce qu'en même temps ça résume en même temps je trouve énormément de malentendus sur place. Bah oui, tu l'as dit, hein, voilà, c'est la poétesse pour les filles qui vont à l'université et que ça fait frémir en fait de romantisme. Et c'est pas tellement la poésie, c'est la relation avec Hughes, c'est le suicide et tout ça. C'est pour ça que moi alors c'est pour ça que je tiquais un peu quand tu disais ça sur ce qui s'est passé cette matinée de février 63, parce que je trouve que justement c'est une interprétation très romantique et très réductrice. C'est-à-dire qu'en fait, on lit toute l'œuvre de Place à l'aune de son suicide. Et alors en effet, ça lui a donné cette aura mythique, mais Pauline a bien dit au début aussi que c'était problématique parce qu'on relit à rebours. Voilà, Ariel, genre, c'est la merveilleuse effloraison poétique avant le suicide. Elle sentait sa mort arriver et tout ça et tout ça et tout ça. Je pense qu'il faut se méfier un petit peu des lectures biographiques. Je pense qu'il y avait une femme, Place, avec ses ennuis et tout ça. D'ailleurs, maintenant, on a retrouvé des lettres qui disent que ben, enfin, elle a failli se suicider le vendredi d'avant, puis elle l'a pas fait. Enfin, elle avait tenté de le faire tellement de fois. Pourquoi ce matin de février? Pourquoi un autre? Tout ça. Mais je pense que en fait, voilà, je pense qu'il faut essayer d'oublier le suicide parce que justement, ça donne une idée romantique. C'est le couple tragique, la poétesse maudite. Et je trouve qu'il faut vraiment repartir dans la matérialité du texte qui a une puissance absolue. Alors, c'est vrai que la mort de Place donne à la cloche de verre une autre résonance, en fait. Mais il faudrait pouvoir s'abstraire de ça. Alors, en effet, c'est une sorte de météore, de génie qui meurt très jeune alors qu'elle avait encore tant de choses à faire parce que ce qu'elle fait avant sa mort, c'est des choses merveilleuses et on peut se dire qu'après, ça aurait été encore plus merveilleux ou pas. Enfin, moi je trouve que voilà, les lectures biographiques, je trouve qu'il faut vraiment les tenir à distance parce que dans ces cas-là, ça veut dire quoi? Flaubert, il était pas très sympa dans la vie non plus, hein, donc là, Madame Bovary, de Flaubert, je crois que Dostoïevski, à mon avis, tous les jours, ça devait pas être facile non plus. Donc c'est d'interpréter aussi la vie des autrices en fonction des détails de leur vie, d'autant que si La Cloche de Verre c'est très quotidien, la poésie de Place, elle est pas du tout alors elle est très ancrée dans des choses très quotidiennes, mais elle part très vite vers des choses cosmiques, mythologiques, où là il n'y a plus de lecture biographique possible en fait, hein. C'est pour agir et continuer peut-être sur cette question-là. Moi, l'endroit que je trouve troublant dans La Cloche de Verre, c'est le parcours qu'elle fait faire à son personnage. Enfin, vous l'avez dit, qui est elle sans être vraiment elle. Enfin, cette espèce d'alter ego. Enfin, on retrouve qui croise en fait sa biographie et elle la met dans un parcours d'échec. C'est ça que je trouve extrêmement troublant. Et parce que j'aime bien, enfin, j'ai tendance moi, à mettre des œuvres un peu en miroir comme ça. Je trouve que ça aide à les penser. Mais Jack London a fait la même chose avec Martin Eden. Ça m'a troublée tout autant de la même façon. C'est-à-dire que ce qui fait basculer Esther Greenwood dans la Cloche de Verre, c'est qu'elle n'est pas reçue à ce cours d'été de littérature créative, alors que Sylvia Plath, elle, a fait ce cours-là. Donc, d'un seul coup, c'est comme si leur trajectoire se séparait. Voilà, je vais y arriver. Et justement, le suicide de Place dans le soubassement, c'est parce qu'elle a loupé une première résidence d'écriture. Alors après, ça a été rédimé par plein d'autres succès. Là, il y a une lecture alors troublante de la biographie, puisque le suicide est exactement ce qu'elle fait dans la maison de sa mère, en fait. Ça, pour le coup, c'est... Ouais. Mais après, les romans de formation, souvent, aux États-Unis, ils peuvent aussi être faits, enfin, ou en Europe, parce qu'elle est très européenne aussi, Place. Ça marche aussi par des échecs.
Mais c'est le fait, en fait, de rebondir. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, ça passe par la mort d'un autre personnage. Les échecs, en fait, passent par la mort d'un autre personnage, un peu de façon vicaire. Et du coup, bah, le personnage d'Esther, lui, il peut continuer, en fait. Mais ouais. Mais non, mais c'est très puissant parce que, enfin, effectivement, il y a cette chose comme ça de qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle entrevoit sans le savoir, en fait, chose comme ça un peu prophétique. Et là, l'imaginaire, il peut partir à 1000 à l'heure autour de ça. Et en même temps, si le mantra comme ça, enfin la phrase forte dans la cloche de verre, c'est I am, I am, I am. Et à la fin de Martin Eden, le narrateur n'arrête pas de dire je faisais déjà mon travail, je faisais déjà mon travail, comme deux créateurs qui sont célèbres, célébrés, tout ça, et pas dupes de quelque chose, enfin, et pas dupes du fait que on leur passe à côté quand même, et c'est profondément insupportable, profondément invivable. Et alors c'est un peu l'inverse, hein, puisque dans Martin Eden, le personnage, enfin Martin Eden se suicide, ce que n'a pas fait Jack London, donc un effet comme ça un peu inversé, mais et puis aussi avec ce rapport à l'eau, enfin, et puis à la noyade, donc c'est voilà, enfin j'y pensais de manière assez étrange. Et qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui nous raconte aussi? C'est une question un peu ouverte comme ça. C'est ces écrivains qui viennent nous raconter des versions catastrophiques d'eux-mêmes et qui sont en même temps et qui viennent mettre à mal leurs gestes, mettre en échec leurs gestes d'écriture dans des formes en elles-mêmes voilà, flamboyantes, quoi. Et ce rapport à la noyade, d'ailleurs, qui a en fait fait l'objet un peu d'une prémonition dans le livre au moment où elle est dans son bain et où elle dit qu'elle adore prendre des bains et puis imaginer le monde qui s'éteint d'abord en partant de Dorine, puis après en allant tout doucement vers un cercle concentrique un peu vers elle. Et c'est vrai qu'en relisant le livre, enfin, c'est vraiment un livre qui mérite d'être lu, quoi. Où on se rend compte qu'en fait, elle fait beaucoup plus de tentatives de suicide qu'on ne le croit dans le livre. C'est-à-dire quand elle est dans le, c'est pas, non, mais quand elle est à l'hôtel, à un moment, elle se penche comme ça, il faut regarder, elle dit ah là là, quelque chose qui serait facile de sauter, ou enfin, mais c'est en deux mots. Enfin, mais c'est dans le bain en plus, c'est un moment où elle parle de la pureté aussi comme ça, alors qu'elle vient de. Enfin, le roman, il est aussi drôle, enfin, faut le dire. Enfin, il y a beaucoup de sarcasme aussi. Enfin, ça s'ouvre quand même sur tout un tas de jeunes femmes qui dégueulent dans tous les sens. C'est d'abord à cause de l'alcool, ensuite à cause d'un crabe avarié. Enfin, et c'est ce motif-là qu'on va retrouver tout ce qui empoisonne les corps des femmes et tout ce qu'elles ne supportent plus et tout ce qu'il faut rendre absolument et tout ce qu'il faut vomir de cette société, quoi. Mais exactement comme au moment de moments d'intensité de vie très très forte, et ben c'est là que la pulsion de mort arrive. Et en fait, on est sans arrêt sur la crête dans le roman là-dessus. C'est-à-dire qu'elle trouve vraiment, au paroxysme de la pulsion vitale, il y a la mort, et au fin fond du vide, en fait. Enfin, le roman, il a un petit peu deux parties, comme c'est une très très pleine de vie, de rencontres, quand elle est à New York, tout ça, et puis le vide ensuite, quand elle repart en banlieue, passer l'été. Et c'est au fond de ce vide-là qu'elle va retrouver la vie, en fait, aussi. Puis elle va croiser d'autres femmes, des femmes abîmées. On a un peu un effet comme ça, miroir. Miroir, elle en parle d'ailleurs du Palais des Glaces dans le livre, comme un miroir déformé, comme ça, d'une société voilà, flamboyante, des apparences, tout ça, et puis un peu sa face enfouie, quoi. Oui, c'est ça, c'est un jeu avec la pulsion de vie, la pulsion de mort, en fait, toujours pas morte. Non, toujours pas, toujours pas. Il y a aussi la descente à ski, où elle se dit non mais là je vais crever, c'est pas possible. Et en même temps, il y a une sorte d'extase qui la prend, parce que non, en fait, elle pourrait mourir, mais non, c'est quelque chose de merveilleux. Donc en fait, il y a un truc très très puissant sur même le fait que la mort et la vie finalement sont extrêmement liés, quoi, et qu'il faut les tester jusqu'au bout. Alors Kiran, on voit souvent Kiran. Salut. J'ai eu l'impression effectivement que c'est la mort de Joan qui sauve Esther, qu'il fallait qu'elle meure. Ah oui, moi je vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois que il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, mais que les mémoires d'une Joëlle Féranger se terminent sur ces mots-là que j'ai. Simone de Beauvoir, elle écrit à propos de la mort de Zaza, de son amie, j'ai payé ma liberté du prix de sa mort, de la mort de Zaza, comme s'il il a fallu qu'elle marche sur ce cadavre-là pour pouvoir
pour pouvoir s'émanciper et poursuivre dans la vie. Et il y a vraiment quelque chose du même ordre avec Joanne, et qui en plus, c'est hyper troublant. À la fin, quand même, elle arrive, on se dit, mais en fait, elle a rien à faire là. On a l'impression qu'elle va s'en sortir plus vite. Et puis, et finalement, c'est elle qui commence à vaciller. Et c'est quand Esther prend possession de son corps, puis qu'elle a enfin, voilà, qu'elle perd sa virginité, qu'elle a cette hémorragie, que c'est ça qui provoque ensuite le suicide, qui aboutira, pour le coup, peut-être du premier coup en tout cas, à ce qu'on en sait, de John, quoi. Donc c'est quelle peau, enfin, on parlait de romans d'initiation, comme ça, c'est aussi quelle peau on laisse derrière elle, enfin, comme si comme un serpent qui mue, enfin voilà, et du coup elle laisse ses peaux, elle jette ses vêtements, elle laisse ses peaux successives, et l'ultime peau, bah, cette espèce de double d'elle-même qu'elle méprise un peu, qui est cette Joanne, et qu'elle laisse au fin fond d'une forêt, voilà, pendue à un arbre, quoi. C'est avec toute la cruauté dont Plath est capable Ouais. dans ses récits. Oui, souvent dans les romans d'initiation, voilà, on attend la mort du vieil homme, généralement le père, parce que c'est plutôt un homme qui fait ce roman d'initiation. Là, c'est la mort de la jeune fille. Donc là, il y a un retournement du roman d'initiation au féminin, et ça passe par la mort atroce qu'on n'attendait absolument pas, mais qui met pour le coup l'héroïne face à la mort. Alors toutes ces pulsions qu'elle a eues, en fait, elle se dit, bah oui, mais là, il y a ce corps, en fait, pendu. Ok, donc moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Je pars vers autre chose, ouais. Alors qu'elle n'était pas du tout. Alors que ce qui lui faisait peur face à un cadavre, quand elle va les voir avec Petit Willard, mais même son nom est drôle à ce cas-là. Petit Willard, il est pourtant ridicule d'emblée. Mais ce qui fait peur à l'héroïne, c'est quand elle croit que le cadavre est toujours vivant, et qu'elle doit lui expliquer non, non, c'est bon, il est mort. Et là, elle se rassure. Donc, d'un seul coup, la mort devient la mort, parce qu'elle surgit dans la vie, elle devient concrète, quoi. Elle devient réelle. Ouais. Et ce rapport à la mort, on en parlait un petit peu en préparant l'émission avec toi, Pauline, il t'a fait pas mal penser aussi au travail d'une autre autrice qui en fait est quand même très très différente, c'est-à-dire celui de Virginia Woolf. Où justement la question de comment est-ce qu'elle se place à la fois dans son rapport à la place qu'on donne aux femmes dans la société, et aussi plus particulièrement aux autrices en l'occurrence. Mm. Oui, après, moi, Virginia Woolf, c'est vraiment mon obsession. Donc, je pense que vous m'invitez sur n'importe quoi, je vais vous parler de Virginia Woolf, hein. Mais effectivement, bah oui, deux autrices, enfin voilà, suicidées, on a vite fait de les rapprocher. Plus c'est drôle parce que on en parlait en préparant un peu l'émission. On disait, tiens, il y a quand même, on parlait du romantisme, tout ça, que la mort de Woolf, pour le coup, est beaucoup plus romantique dans son imagerie, voilà, la rivière, les pierres dans les poches, la mort lente, tout ça, et au contraire, Qu'est-ce qui s'est en passé termes exactement, d'imaginaire, pardon? elle a mis des pierres dans ses poches, et elle s'est noyée, en fait. Elle a marché dans la rivière avec des pierres au fond de ses poches pour ne pas pouvoir remonter. Elle Et avait une soixantaine d'années, je crois. Et en laissant une Comment merveilleuse lettre aussi. En laissant une merveilleuse lettre à son mari, en fait, ce qui participe du romantisme du truc, en fait. Genre, je ne peux plus continuer, enfin, quelque chose de très très beau aussi. Et c'est pareil, dans ces derniers jours, c'était vraiment oui, non, oui, non. Je crois que son mari notait le jour, au moment où elle mourait, aujourd'hui léger mieux. Enfin, c'est vraiment cette chose comme ça qui arrive. Et enfin, bon, en réfléchissant, je dis, c'est vrai que la mort de Sylvia Plath, comme ça, paraît quand même beaucoup plus trash, dans un sens, la tête dans le four, tout ça. Puis je me suis dit, mais en même temps, je pense que se noyer, c'est quand même beaucoup plus trash que s'évanouir d'asphyxie. Peut-être finalement, elle a une mort plus douce. Voilà, enfin, c'était mes petites rêveries autour de tout ça. Mais non, mais je crois qu'il y a après, du coup, j'ai un petit peu regardé. C'est vrai qu'il y a un lien fort entre Woolf et Plath. Bon, ce que je disais au début, elle affirmait, voilà, qu'elle voulait faire mieux qu'elle, donc c'est pas rien, mais elle disait quand même que c'était les livres de Virginia Woolf qui lui avaient permis d'écrire. Et en même temps, elle lui reprochait un petit peu, enfin je crois qu'elle disait que oui, mais ce sont les livres d'une femme asexuée qui n'a jamais perdu de sang. Elle lui reprochait quand même un manque de vie, de vitalité, sans doute d'expérience, en fait, le fait de ne pas avoir eu d'enfant. Elle n'échappait pas au jugement, hein, non plus, Sylvia Plath. Et du coup, il y a ce rapport comme ça un peu
un peu ambivalent. En même temps, il y a évidemment un très beau clin d'œil à Une chambre à soi à la fin de La cloche de verre, quand elle dit que pour la première fois, elle trouve une chambre à elle. Enfin, elle écrit noir sur blanc, hein, dans le roman, grâce à cette écrivaine un peu de roman de gare, qui est Madame Mrs Guinéal, à la fin, qui vient la sortir de la clinique à la fin du roman. Qui porte Mais je d'ailleurs, crois qu'il y pardon, a... le nom. Pardon, il y a un roman de Oui, Virginia oui, Woolf oui, qui des s'appelle Trois comme ça, Guinées, Three absolument. Guineas. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Et je crois que ce qu'il y a de là où, bon, après évidemment, Virginia Woolf a théorisé sur la question de l'émancipation des femmes, et notamment par la littérature. Avoir une chambre à soi et boire du vin, elle disait les deux. On oublie boire du vin, mais elle disait les deux. Mais ce que Woolf a une hyper liberté de forme, en fait, dans ses romans, alors que Plage, je trouve qu'il y a une très grande liberté de ton dans son roman, et de déstructuration. Woolf est hyper structuré, même dans ses recherches comme ça de forme. Et ce qu'elle écrit aussi dans son journal, par rapport à cette question peut-être de l'émancipation, qui est là où pouvait l'accompagner Virginia Woolf, elle écrit qu'elle ne voulait plus écrire sous la dictée. Sylvia Plath, elle ne voulait plus écrire sous la dictée. Et c'est une expression qui est hyper intéressante, parce que j'y pense parce qu'on parle de Woolf et de cet héritage un peu ambivalent, enfin toujours un petit peu comme ça, en rébellion contre l'héritage qu'elle reçoit. Enfin, le mot est un peu nul, mais bon, voilà. Alors qu'on sait que la mère de Sylvia Plath était sténo, enfin, elle voulait qu'elle apprenne la dactylographie, qu'elle prenait la dictée de la thèse de son père, tout ça. Et c'est quelque chose qui intervient à plus d'un titre, à la fois dans le roman et dans le parcours, hein, je crois, de Sylvia Plath, cette chose de fonder, de trouver sa propre langue, comme nécessité de fonder son identité. Enfin, elle écrit un moment dans son journal qu'elle écrit pour se confirmer à elle-même qu'elle est une personne et pas un tas de nerfs sans identité. On retrouve les nerfs, voilà, vraiment quelque chose de nerveux, comme c'est un peu obsessionnel chez elle. Et je crois que la question de la langue héritée, elle se pose à la fois à l'endroit de la mère. On sait que, enfin, voilà, il y a cette phrase incroyable du docteur, enfin, qui dit, quand Esther dit qu'elle hait sa mère, le docteur rit et dit, comme je vous comprends, enfin, elle n'est pas étonnée, enfin, je ne sais plus quelle est la phrase exacte, mais voilà. Et puis il y a la langue des livres, la langue littéraire dont elle hérite. Je l'ai vu passer tout à l'heure, parce que voilà, ça m'importait de le nommer quand même, l'ouvrage de Dominique Sigaud, qui s'appelle Dans nos langues, qui s'empare vraiment de la question de la langue comme c'est une espèce d'autobiographie assez brève, mais par les différentes langues qu'invente et qu'éprouve la narratrice, enfin, Dominique Sigaud, et qui s'ouvre aussi sur ça, avec une rupture avec la langue maternelle quand elle a 3 ans et qu'elle ne reconnaît plus la langue que parle sa mère, parce qu'elle s'adresse à une femme d'une plus haute classe sociale qu'elle, et que d'un seul coup elle entend sa mère parler une langue qu'elle ne comprend pas, qui est une langue de classe, et c'est comme ça qu'elle prend conscience que l'identité passe par la langue, et elle va déployer toute cette courte autobiographie comme ça autour de ça. Et ce qui est donc il y a la langue de la mère, je disais tout à l'heure, et la langue des livres. Ce qui est très frappant chez la jeune Esther, c'est qu'elle en est absolument consciente. Moi, c'est vraiment un passage aussi qui passe comme ça, mais qui m'a vraiment saisie. À un moment, quand elle rentre chez elle l'été et qu'elle cherche absolument à s'occuper, elle construit tout un tas de projets, elle pourrait faire ci, puis faire ça, puis écrire un roman, et elle se lance dans l'écriture d'un roman. Et elle se relie, et elle a cette phrase qui est hyper simple et qui est en même temps d'une puissance et d'une fulgurance, une clairvoyance folle. Elle écrit « J'ai eu la vague impression d'avoir déjà lu ça quelque part, il y a très longtemps ». Donc, de reconnaître en fait une langue qui n'est pas la sienne. Elle n'écrivait pas, elle mimait l'écriture des autres, et c'est le il y a très longtemps qui est hyper intéressant en fait. C'est-à-dire que c'est totalement hérité, totalement ancré en elle de manière inconsciente. Et c'est
comment se défaire de cet héritage-là. Et je crois que Woolf en a beaucoup parlé de ça. C'est pas une pirouette hein, pour retomber sur Virginia Woolf, mais ça englobe la question. Mais alors justement sur cette idée d'émancipation, émancipation des autres auteurs et autrices, et émancipation des autres locuteurs, et émancipation du corps aussi. Il y a une chose qui nous a frappé et sur laquelle on souhaiterait attirer votre attention et voir ce que ça vous inspire, c'est le fait de dire que effectivement, peu à peu, c'est presque comme si la figure de place elle-même était venue occuper une place au moins aussi importante que celle dont elle se plaint, comme étant occupée par d'autres un peu auparavant. Et en fait, ce qui nous a frappé, c'est dans l'évolution des couvertures des romans. C'est-à-dire que, comme on le disait, donc la cloche de verre, même en anglais, c'est une image un peu étonnante. Et donc, comment la mettre en scène, comment illustrer ça. Donc ça, c'est la toute première couverture. Donc c'est sous pseudonyme de Victoria Lucas. Et donc ça paraît au 1er janvier, je crois, 1963. Et donc là, ils ont clairement mis une femme et une cloche de verre, quoi. Et puis ensuite la deuxième, donc ça c'est 1966 je crois, qui paraît donc sous son vrai nom, et là c'est toujours son éditeur américain, et donc là on voit vraiment cette idée un peu du vertige, quoi, mais donc quelque chose de très abstrait. Et puis ensuite, quand on avance un peu, au moment où elle commence à être vraiment connue, dans les années 80 et puis 90, il commence à y avoir son visage, quoi. Ça commence à être son visage qui est l'élément un peu vendeur, quoi. Et donc là, c'est même directement une vraie photo, c'est plus le dessin. Et puis ensuite, quand elle commence vraiment à devenir presque un peu mainstream aux États-Unis, et ben en fait les couvertures, vous voyez, elles commencent à avoir quelque chose d'un peu d'un peu young adulte, quoi, comme on dit un peu dans les librairies, avec des trucs très très voyants, avec un côté un peu presque littérature de jeune fille, quoi, chick lit, comme ils disent chez eux. Et alors donc cette évolution des couvertures là, est-ce qu'il y a une façon qu'elle a de vous frapper particulièrement ou pas? Je pose la question à Corinne. Du coup, c'est là où on voit, on retombe un petit peu sur ce qu'on a dit, de romans mythiques, c'est-à-dire que Place, elle est devenue presque une marque en fait. On vend un roman de Place. Alors c'est drôle parce que les dernières couvertures reviennent finalement un petit peu à ce dont parle Place aussi dans son livre, quand elle commence à travailler pour le magazine pour jeunes filles et à un petit peu se tenir à l'écart de cette littérature pour jeunes filles. Et en fait, on s'aperçoit que du coup, on la resserre comme ça à la fin. Donc, c'est une sorte de malédiction peut-être qui poursuit Place en fait de chick lit ou de mettre les femmes à leur place. En fait, ça me fait penser, Pauline, aussi, tu sais ce que tu disais sur l'imitation et tout ça en le reliant à Woolf. Il y avait quelque chose d'absolument atroce que Hughes disait à Plath, parce que Plath avait beaucoup suivi les cours de creative writing et tout ça à l'américaine, donc ce qui avait beaucoup d'intérêt, mais ce qui aussi proposait des modèles d'imitation. Et en fait, Hughes lui disait, tu imites. Hughes, donc son mari. Ouais. Tu n'as pas ta créativité à toi. Et donc, c'est à se demander, en fait, si ce qui ressort dans cette phrase de The Bell Jar, en fait, c'est pas aussi cette défense-là. Pour elle, en fait, écrire ce roman, c'était pas l'œuvre de sa vie. Elle voulait réussir comme poétesse. Donc, en même temps, il y a quelque chose un peu de l'ordre de l'exutoire. Peut-être qu'elle essaye une voix, et c'est pour ça aussi qu'elle est si sensible, si prenante, si vivante. Elle essaye peut-être une voie. Il y a un trajet vers l'autrice qui passe par Victoria Lucas, qui passe par Esther Greenwood, donc le personnage, le pseudo, pour arriver à une vraie voix. Et donc l'émancipation, ouais, elle serait peut-être là, en effet, de s'émanciper des modèles, de s'émanciper en fait de tous ces hommes qui lui donnent des notes en disant non, mais ça, ce que tu fais là, ouais, c'est bien, ouais, là, c'est bien. Enfin, il y a aussi ça aussi dans le personnage d'Esther, c'est-à-dire qu'il y a des hommes sur sa route, il y a des femmes qui sont pas des modèles, il y a des hommes sur sa route qui sont pas sympathiques non plus. Donc, elle s'émancipe, ces deux personnages s'émancipent avec l'idée un petit peu du phénix aussi, qui renaît de ses cendres. Et là, pour le coup, là, il peut y avoir une lecture en effet biographique. Ouais. Donc
Pour la couverture, ouais, ça me frappe de revenir au côté young adult à la fin. Et en même temps, ça donne aussi un lectorat, au livre, qui est pas inintéressant, selon moi non plus. Après la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer une fois que, Esther Greenwood, est sortie de l'HP et va se lancer dans la vie? Parce que je suis pas sûre que ça se finisse très, très bien, non plus, hein. Peut-être qu'elle va, devenir finalement une femme au foyer désespérée, à Mmh. Wisteria Lane, ou façon Les Noces, rebelles. C'est aussi ça aussi, c'est Mmh. que le livre, se termine sur un suspense qui est plein d'espoir, Mmh. un peu comme une maison de poupée, mais on ne sait pas si c'est si optimiste que ça, hein, cette émancipation quand même. Oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, enfin, comment dire? Néanmoins, le système reste très puissant et on peut être plein de bonnes intentions, enfin bref. Fait Mais penser à la fin du mariage de Figaro où tout se termine bien et puis en fait on les retrouve 20 ans plus tard, ils sont tous déprimés, on se rend compte que les hommes ont repris le pouvoir et qu'en fait elles se sont toutes fait violer. Enfin bref. mais alors comment dire? Parmi les autres éléments qui ont, un peu changé depuis, 1963, hem, il y a la question de la médecine. Effectivement, là, il y avait un commentaire qui disait: «Il y a très peu d'hommes décents, ils sont tous un peu ridiculisés» et cetera et a fortiori les médecins. Alors là, je veux dire, Buddy Willard lui-même est apprenti médecin et puis le docteur, Gordon, enfin, c'est vraiment un type dangereux. Enfin, c'est je dirais, il lui enfin, c'est incroyable, quoi. Il l'écoute jamais et puis juste il dit: «Mais vous êtes dans quelle université déjà?» Et elle lui dit le nom, il dit: «Ah mais oui, bien sûr, ah oui, mais alors moi j'étais là pendant la guerre, enfin et puis, il y avait plein de meufs, c'était sympa». Enfin, c'est vraiment on se dit mais vraiment un type dangereux, quoi et et voilà et donc dans toute la deuxième partie du livre, elle est vachement un peu aux mains des médecins. Il y avait un extrait d'ailleurs qu'on voulait lire là-dessus, qui nous paraît vraiment frappant. Donc Esther vient d'assister à sa demande, à un accouchement, et et elle entend des cris et cetera et puis et du coup elle s'inquiète un peu. Plus tard, Buddy m'a expliqué que la femme était droguée, qu'elle ne se souviendrait pas qu'elle avait tant souffert et que lorsqu'elle jurait ou grognait comme ça, elle n'était pas vraiment consciente de ce qu'elle faisait parce qu'elle était dans un demi-sommeil. J'ai pensé que c'était vraiment le genre de drogue qu'un homme peut inventer. Voilà une femme qui endurait le martyre, manifestement consciente de chaque souffrance, sinon elle ne gémirait pas comme ça, et elle retournerait chez elle pour mettre un nouveau bébé en route, parce que cette drogue lui ferait oublier l'atrocité de la douleur. Mais, dans un recoin secret de son corps, l'attendait toujours ce couloir noir, sans porte ni fenêtre, le couloir de la douleur, prêt à s'ouvrir de nouveau pour mieux se refermer sur elle. Voilà, enfin, je sais pas, comme d'hab, on a toujours une sorte de démarrage un peu blagueur, quoi, qu'on pourrait presque lire sur Chic Magazine ou enfin, d'excellentes revues comme ça, et une fin complètement, enfin, hyper noire, quoi, vraiment avec ce couloir qui vient un peu enfermer, etc. Alors voilà, qu'est-ce que ce rapport-là à la médecine, ça vous inspire? En quoi est-ce que c'est important que Esther Greenwood soit aussi, comment dire, passe autant de temps, que son mal soit aussi associé à la médecine? C'est une question que je pose à nouveau à Corinne, pardon. Bah, pour le coup, Place, alors ce qu'il y a de drôle, c'est que Place était la fille d'un scientifique, hein, d'un spécialiste, des abeilles et alors pour le coup, je vais faire une lecture biographique, je fais ce qu'il fallait pas faire, j'ai dit qu'il fallait pas le faire, mais je le fais quand même et bon, ça c'est les profs, hein, en fait, c'est n'importe quoi. Son père, pour le coup, il est tombé malade, mais il n'a pas voulu se faire soigner. Enfin, il n'a pas voulu aller voir un médecin et en fait, on s'est aperçu qu'il avait un diabète très très grave et du coup, l'amputation, c'était trop tard et donc du coup, il est mort alors qu'il aurait pu être soigné très facilement. Et en fait, il est mort quand Sylvia avait 8 ans, quelque chose comme ça, en fait. Donc c'est un truc atroce et d'une absurdité totale. Et quand on imagine que ça se passe dans l'Amérique des années 50, qui est quand même une Amérique qui a apporté la médecine, les antibiotiques, tout ça, on s'étonne quand même un peu. Donc cette image de la médecine, elle est pas si étonnante que ça. Mais là, ce qui se joue surtout, c'est l'emprise, en fait, de la médecine comme puissance d'oppression sur le corps de la femme. Là, c'est pas un hasard, en effet, si c'est le récit d'un accouchement, hein. C'est-à-dire, c'est presque toute la condition féminine dans les années 50, prémisse de libération, si on veut, mais juste prémisse, qui se donne à voir. C'est le tu enfanteras dans la douleur ou dans le chloroforme, on ne sait pas si c'est mieux. Et en tout cas, une sorte de mainmise, en fait, sur le
corps des femmes, qu'on appellerait violence gynécologique et obstétricale de nos jours, hein, je pense en fait. Hein. Une sorte d'obligation de la reproduction aussi, hein, parce que tu rentres chez toi, tu referas un autre bébé, tout ça, avec une sorte de sexualité féminine qui est uniquement conçue comme surveillée et punie. En fait, elle ne peut pas être épanouie, cette sexualité. Donc, la médecine, elle vient un petit peu mettre le joug là-dessus. Ça pourrait ressembler un petit peu la dépression de place à l'hystérie des folles de Charcot au 19e, c'est-à-dire c'est une façon pour les femmes d'exprimer une aliénation. Et pour le coup, quand le pouvoir des médecins est masculin, là, la pression hétéro-patriarcale, elle est incroyable, comme tu disais au début. Mais en revanche, moi je trouve quand même qu'il y a une vision de la médecine qui peut être très positive, puisque elle fait parfois des électrochocs, c'est une douleur monstrueuse, c'est une torture en fait, hein, puis c'est les Rosenberg au début, donc il y a un lien en fait entre l'électrocution et les électrochocs. Mais à un autre moment, elle fait des électrochocs parce que sa médecin, sa femme médecin lui dit: «Quand c'est bien fait, ça fait des bonnes choses normalement», et là, en fait, c'est une libération incroyable. Donc en fait, il y a aussi, une parole médicale supportée, incarnée par des femmes, qui est aussi, une médecine qui guérit. Enfin, la relation qu'elle a avec sa psychiatre justement qui lui dit: mais oui, je vous donne le droit de haïr votre mère», et en fait une sorte d'autorisation féminine et sororale dans le soin qui est extrêmement délicate. Alors on sait que Place, elle avait aussi bossé dans des hôpitaux pour se faire de l'argent en étant à l'accueil ou plus ou moins dans les salles et tout ça, donc c'était un milieu qu'elle connaissait très très bien, et je pense qu'elle avait pu aussi repérer les gens qui étaient dans la médecine un petit peu par empathie, et les gens qui étaient dans la médecine par carriérisme ou bêtise, genre Gordon et le terrible Buddy Willard. Donc en fait, la vision de la médecine, elle est quand même un petit peu plus nuancée que ce que tu pouvais dire, mais elle est en tout cas extrêmement genrée. C'est une vision extrêmement genrée de la médecine, en tout cas la médecine est très genrée, et idéologiquement en fait. Oui, c'est clair. D'accord. Si j'ai le Vas-y, temps. vas-y. Bah, en fait, Non, non, parce mais que je pense en quelques mots parce que effectivement, l'heure tourne un peu et puis non, mais c'est parce que c'est aussi, on est tous passionnés et ça nous donne envie de poursuivre. Mais effectivement, je t'invite à rajouter ce que tu veux dire en quelques phrases. non, mais rapidement en plus, non, parce que je rejoins totalement Corinne là-dessus. C'est hyper frappant qu'il y a vraiment une médecine des hommes et une médecine des femmes dans le roman, et qui, au-delà d'être une médecine qui est violente versus une médecine qui guérit, il y a vraiment quelque chose, je trouve, qui a à voir avec le fait d'être dépossédée de son expérience, des sensations de son corps. Ce qu'elle dit aussi après le récit de l'accouchement qu'on a lu, c'est qu'elle comprend pas pourquoi est-ce qu'on drogue les femmes, que elle, la souffrance, elle veut l'éprouver, elle aurait envie, voilà, de la traverser, de pas en être privée. Ce qu'elle reproche à Buddy Willard ensuite, c'est le mensonge, l'hypocrisie, sur un autre plan, mais je trouve que ça recoupe, c'est la dissimulation en fait. Et la grande différence entre les électrochocs qu'elle reçoit du docteur Gordon et ensuite du docteur Nolan, doctoresse Nolan si je ne me trompe pas, c'est que la doctoresse lui dit: je vais te prévenir, donc je vais t'accompagner, je vais te dire quand ça sera. D'ailleurs elle la prévient très très tard, et Esther le vit un peu comme une trahison, elle le vit très mal. Mais je crois que c'est hyper important en fait, le fait d'être prévenue, enfin de pas subir, de pas être dans les mains totalement dépossédées de son expérience, et de pas comprendre ce qui se passe en fait. Elle se nomme aussi comme un peu comme animal de foire. Elle dit qu'elle a l'impression d'être dans un zoo auprès des internes, tout ça. Et tout ça, ça a à voir avec la question de l'émancipation. C'est un personnage qui veut vraiment se nourrir de toutes les expériences qu'elle peut faire. Et d'ailleurs, la bonne médecine, je crois qu'elle va au-delà des électrochocs qui guérissent. Elle va vraiment au moment où on lui prescrit un diaphragme, mais pour qu'elle puisse avoir sa première expérience sexuelle sans avoir peur de tomber enceinte. Et ça, c'est une femme médecin qui lui prescrit. Donc, ça va. Et pour elle, c'est pas un hasard que ça se conclut comme ça, par une prise de liberté de son corps. Et ça passe effectivement par les femmes et par cette sororité.
Merci pour ce mot de la fin. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait envie d'aborder, mais malheureusement, enfin, bon, de toute façon, c'est un peu le topo, quoi. C'est qu'une heure, ça reste quand même un peu court, quoi. Mais bon, en tout cas, je vous suis vraiment reconnaissant de tout ce qu'on a pu aborder, tous ensemble et toutes. Carrément. Et puis, avant que l'on se sépare, merci à vous deux, Corinne et Pauline, d'avoir été avec nous ce soir. Pour celles et ceux qui souhaitent creuser la question, je voudrais vous proposer à chacune de recommander une chose ou deux à voir, à lire, peut-être à écouter. Pauline, par exemple. Oui. Moi, je pense que Corinne le dira mieux encore, parce que tu dois mieux connaître ses œuvres complètes que moi. Évidemment, c'est lire les autres textes de Sylvia Plath. Mais à l'endroit de l'écriture, les ouvrages dont on a parlé plus spécifiquement, enfin, le journal d'un écrivain de Virginia Woolf, on parlait des mémoires aussi de Simone de Beauvoir et de Martin Eden. Et il y a 4 très belles émissions que j'ai découvertes cette semaine sur France Culture de l'émission La Compagnie des œuvres, qui sont consacrées à Sylvia Plath et qui sont vraiment super, donc que je recommande chaudement. Trop bien. Merci Alors Sabrina. oui, je recommande en effet l'œuvre de Plath, en fait. Donc le quarto, où il y a tout, parce qu'il y a des nouvelles, il y a la poésie. Si vous voulez aller voir en anglais, allez-y en anglais, essayez, lancez-vous. Et puis en fait, elle a inspiré plein de chansons aussi. C'est simple, si on tape sur les moteurs de recherche, vous allez tout de suite trouver les chansons inspirées par Plath. Il y a Lana Del Rey, il y a même Lady Gaga, enfin bon, tout va bien. Et puis essayez d'aller, même les poésies de Ted Hughes. Je ne suis que amour et bienveillance, et je conseille même les poésies de Ted Hughes ce soir. Allez. Ouais, génial, Ça te merci sera beaucoup. rendu. Merci beaucoup pour ces recommandations bienveillantes vis-à-vis de Ted Hughes. Merci Tanner45, merci vraiment à toutes et à tous d'avoir suivi ce live, et aux fidèles qui ont suivi la totalité de la saison, voire des 3 saisons, parce que oui, voilà, ça fait 3 saisons qu'on est avec vous. Juste avant que Pierrot fasse le mot de la fin, je voudrais remercier peut-être aussi toutes les personnes qui ont travaillé sur ce programme. Alors pas toutes, parce que je ne vais pas tous les nommer, mais c'est vrai que vous imaginez bien que notamment les analyses, qui sont des vidéos très shadées, on n'est pas du tout seul. Donc n'hésitez pas à regarder les génériques, voilà, notamment Rémi, Émile, Johanna, Lama, tout ça, Guillemette. Merci beaucoup d'être sur ce projet, c'est vraiment, vraiment formidable. Il y a aussi Alex, le réalisateur, qu'on a de temps en temps en oreillette et qui nous dit « Oubliez pas d'avancer un peu !» mais en tout cas, ce qui nous donne les moyens techniques de pouvoir avoir ces conversations, des conversations sur la littérature. Je pense que à la fois vous deux en tant que lectrice et puis les personnes qui nous regardent, vous savez que c'est quelque chose qui est assez rare et voilà, et dont il est bon de continuer à le faire un peu exister. Alors nous, on est là, on essaie de faire au mieux, évidemment. On a seulement un peu nos petits moyens et nos petites façons, mais en tout cas, on voulait nous adresser à la fois à vous deux, encore une fois, d'avoir contribué à la densité de cette heure 15 de discussion autour de Sylvia Plath, et puis aux personnes qui nous regardent, de continuer à nous donner de la force, comme on dit, au PSG, et de l'énergie, quoi. Et donc là, c'est la fin de cette saison. Le Arte Book Club, ça a commencé au confinement, quand même, au premier confinement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand même. C'est une sorte d'année qui n'a pas existé. Et voilà, en tout, on a parlé j'ai recompté, on a parlé de 15 personnes, 7 auteurs, 7 autrices, et puis la Genèse. Mais bon, ça, c'est un peu... ça compte pas trop. Même si c'est probablement des hommes qui l'ont écrite. Et voilà, et donc, quelle joie. On est en train d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une 4e saison. Alors, on ne vous laisse pas comme ça. MLT dit merci à vous, parce que cette autrice qui m'a beaucoup marqué n'est jamais connue par mon entourage. Eh bien, voilà, tu peux les renvoyer désormais vers ça. Cette 4e saison verra le jour si Dieu et les programmateurs d'Arte le veulent, et puis pour plein d'autres motifs. Mais donc, si vous voulez être tenu un peu au courant de ça, eh bien, voilà, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, à la fois les réseaux d'Arte, mais aussi les réseaux du MOC. Et donc les comptes Instagram respectifs, aussi le compte Rédec du MOC, et puis le mien, où moi c'est sur Sylvia Plath, justement, qui s'appelle Projet Sylvia Plath. Merci
encore une fois, ça fait la 8e fois qu'on le dit, je crois, mais c'est parce qu'on est vraiment content et un peu touché. Et puis là, c'est bientôt Noël, donc ça y est. Les 2 intervenantes ont disparu, mais voilà, encore une fois, merci à elles. Et Ah ben voilà, vous êtes revenus. Au revoir et bonne soirée à toutes et à tous. Merci. oui, merci pour votre temps. À bientôt. À bientôt.